Oui, moi, C'est bon, DJ. On va. Parfait. Merci. Déjà, Mohamed, je te remercie pour, pour ta présentation et surtout pour la pression que tu me mets. Quand on a une présentation aussi détaillée, aussi précise qui passe avant toi, c'est toujours compliqué de passer derrière parce qu'on ne sait pas si ce qu'on va dire va être à la hauteur de ce qui a précédé. En tout cas, c'était très, très, très intéressant. Moi, j'ai retrouvé déjà beaucoup de points de convergence, enfin de similitude avec ce que je vais présenter après. Et, euh, et ben, écoute, merci. Dans tous les cas, merci à vous. Merci à, à Mike pour l'invitation, de me proposer cette présentation. Moi, ça me donne toujours énormément de plaisir de partager ce que je sais ou ce que je pense savoir. Et surtout, parler de mon métier de RSSI, c'est toujours un gros, gros plaisir. Donc, merci à Mike pour l'invitation. Merci à vous qui êtes connectés aujourd'hui pour suivre ce que je vais vous dire. Je ne vais pas être aussi long que Mohamed parce que j'essaye de partir à l'essentiel, mais surtout vous présenter ma démarche en tant que RSSI et on va le faire tout à l'heure. Donc, j'ai fait deux choses. La première, parce que j'ai trouvé que je ne pouvais pas commencer parler de mon métier sans vous parler de ce qui se passe en Afrique, d'autant plus qu'on est réunis, je pense, en tant que expert africain de cybersécurité. Donc, je trouvais intéressant de vous restituer un tout petit peu quelques chiffres qui est issu du baromètre de la cybersécurité qu'on a produit au CESIA. Et vous verrez le rapport avec mon métier, parce que comme ça, vous pourrez comprendre qu'est-ce qui se, enfin, le parallèle entre l'Afrique chez nous et l'Occident. Donc, les quelques chiffres que j'ai présentés, pour moi, ce sont des chiffres que j'ai trouvés assez pertinents, qui peuvent nous faire prendre conscience, même si on est déjà au courant de ces informations-là, c'est toujours très intéressant de les rappeler. Dans la présentation que je vais faire et tout au long de mes échanges, et surtout dans le baromètre de la cybersécurité, à chaque fois qu'on parlera de cyberattaque, on parlera bien de quelque chose qui aurait impacté une activité, qui aurait touché l'activité de manière significative et remarquable surtout. Pas forcément au point d'arrêter l'entreprise, mais au point où l'entreprise s'est vraiment sentie secouée. Donc, on ne parle pas d'un incident, on parle bien d'une cyberattaque ou de quelque chose qui aurait pu conduire à une crise ou qui a conduit à une crise. C'était juste le rappel. Alors, c'est quatre ou cinq slides très, très, très rapidement. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Didier Simba, je suis responsable de la sécurité des systèmes d'information chez BPCE Solutions Crédit, qui est une filière du groupe BPCE, mais pas que RSSI. Je vous détaillerai tout ça juste après. Et en parallèle, je suis président et fondateur du club d'experts de la sécurité des systèmes d'information, le CESIA, ici, qui est basé ici en France et qui réunit les responsables sécurité des systèmes d'information, les directeurs des systèmes d'information et les directeurs de la sécurité des systèmes d'information. Donc voilà, et c'est dans nos activités qu'on a produit, après une phase pilote, donc en 2020, on avait produit un premier baromètre à cybersécurité qui était une phase pilote sur 4 pays, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et on a renouvelé l'expérience en février 2021. On a produit le baromètre de la cybersécurité. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus détaillé la cible, c'était 120 membres du club et 18 pays d'Afrique en tout. On n'était plus sur les 4 pays de l'année précédente. Et donc, on trouve que le rendu est beaucoup plus parlant et encore plus parlant. Et en plus, on s'est donné l'ambition et la volonté de reproduire cette expérience tous les ans pour arriver à un résultat qui soit à quelque chose qui nous permet d'avoir des chiffres tous les ans à chaque fois. Donc, quelques chiffres rapides comme ça. Le premier, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le baromètre, je ne l'ai pas affiché là, il y a 82% des entreprises qui disent avoir subi en 2020 au moins une cyberattaque. Encore une fois, je vous ai donné la définition de ce que j'entends par cyberattaque tout à l'heure. 82%, ça représente quasiment la totalité. Hein. Toutes les personnes qui ont répondu disent avoir subi au moins une cyberattaque. Et sur ces 82%, on s'est rendu compte que, fort de ces expériences qui se produisent assez souvent, les entreprises africaines prennent de plus en plus conscience des risques cyber qui existent. Et c'est ce que montre d'ailleurs cette première question qu'on avait posée, enfin une des premières questions, puisque c'était la question numéro 7. Est-ce que c'est une priorité dans l'entreprise? Bon, la moitié considère que oui, c'est une priorité, mais il y a quand même une moitié des entreprises qui trouvent que soit ce n'est pas vraiment une priorité, moyennement une priorité, c'est-à-dire qu'on ne met pas assez de budget à disposition
pour le sujet de la cybersécurité, on met pas assez de compétences ou alors on n'a pas des équipes étoffées. Voilà. Il y a toutes ces questions qui se produisent. Et il y a d'autres qui disent carrément non, pas du tout. Moi, j'ai pas de budget du tout. J'ai pas de compétences du tout. Ou alors, il suffit de manière très, très insuffisante et ainsi de suite. Donc, il y a des entreprises comme ça et ça représente quand même 7,5% et c'est assez parlant. Ce qui est aussi remarquable, c'est qu'il y a quelque chose qui a toujours marché et qui marche encore et qui marche encore mieux, c'est le phishing. Mais à côté de ça, on a le spear phishing qui a pris beaucoup de plus en plus d'ampleur et ça s'explique assez facilement, hein. Aujourd'hui, le taux de pénétration des smartphones de manière générale en moyenne dans l'Afrique, on est presque à 80%. Donc, il y a à peu près tous les habitants de l'Afrique qui disposent d'un smartphone. Et donc, potentiellement dans les réseaux sociaux également, je ne me rappelle plus exactement des chiffres du taux de pénétration des réseaux sociaux sur le continent, mais clairement, il y a des personnes, ça donne quasiment tout le monde a un réseau social, et c'est par les réseaux sociaux que sont lancées la plupart des attaques, et donc c'est le spear phishing, et c'est ce qui fait énormément de dégâts. Et on peut très rapidement imaginer le collaborateur qui se connecte au Wi-Fi de l'entreprise avec le smartphone infecté et qui fait rentrer une attaque. Voilà. Dans tous les cas, les membres, les responsables de la sécurité en Afrique ont noté, et c'est aussi un chiffre qui se rapproche de celui de la France, que le phishing est l'attaque la plus répandue à 70% à peu près. À côté de ça, il y a bien l'ingénierie sociale. J'ai fait exprès de le faire apparaître avec un rouge un peu plus foncé pour indiquer que c'est quelque chose qu'on ne se rend pas toujours compte, mais qui fait énormément de dégâts également sur le continent. On sait tous ce que c'est que l'ingénierie sociale, et quand on n'est pas sensibilisé, pas averti là-dessus, on peut toujours se faire avoir parce que les attaquants sont très rodés sur le sujet et ils savent s'y prendre. Les conséquences, alors, les conséquences, bon, la première conséquence, hein, c'est l'infection d'un malware, mais on remarque très rapidement qu'en deuxième position, il y a la fuite des données. C'est la guerre aujourd'hui, hein, le big data, on en parle. Et bien entendu, le troisième, à quasiment 13%, on a quand même des ransomware qui commencent à se répandre de plus en plus en Afrique. Donc, on n'est plus, ce qui nous permet justement de prendre conscience qu'on n'est plus dans des attaques comme on le connaissait avant sur le continent où on parlait simplement de brouteurs. On a de plus en plus des attaques sophistiquées qui sont lancées et des attaques telles que le ransomware qui peuvent avoir des conséquences très lourdes et pas que sur le continent puisqu'on sait combien nous sommes interconnectés avec des solutions à l'international. Et donc, une attaque sur le continent de notre système d'information peut avoir des répercussions à l'autre bout d'un autre continent. Les enjeux de demain, les enjeux, les experts de la sécurité africaine pensent que l'enjeu serait la formation, la sensibilisation et la gouvernance. Euh, Clairement, c'est le sujet qui ressort très, 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 très souvent. Ceux qui sont attaqués, c'est les utilisateurs. Pour attaquer aujourd'hui un système, on ne part pas directement vers le système. Il est plus facile désormais de passer par un utilisateur. Et donc, un utilisateur qui n'est pas sensibilisé, c'est un utilisateur qui est vulnérable, et donc qui représente une vulnérabilité pour notre système d'information. Et pour autant, donc, il faudrait sensibiliser. Après la formation, on parle bien de formation à tous les niveaux, que ce soit la formation à la fois des personnes techniques euh, qui interviennent dans le système d'information, mais aussi des simples utilisateurs comme des simples citoyens de la société. Comme je le disais tout à l'heure, un collaborateur qui rentre dans l'entreprise et qui se connecte au Wi-Fi de l'entreprise ou alors qui se connecte au réseau de l'entreprise avec son smartphone ou son ordinateur personnel infecté représente une vulnérabilité pour l'entreprise, ou encore le collaborateur qui est de l'entreprise et qui n'est pas forcément une personne technique, qui, avec son ordinateur chez lui, parce qu'aujourd'hui le télétravail se généralise, il se retrouve avec un ordinateur portable et il décide de faire du streaming sur son ordinateur professionnel, il peut faire exposer notre système d'information également. Donc on parle bien de formation et de sensibilisation à tous les niveaux, et après arrive la gouvernance, et là c'est le sujet avec le besoin des compétences. Les compétences, on en parle, et on ne le dira jamais assez, mais la pénurie se présente partout, même en France, il y a une pénurie des compétences. Quand on a envie de faire la gouvernance, on a toujours besoin des personnes compétentes et des personnes très, très, très bien formées sur le sujet. J'en ai fini, et je veux juste un dernier point comme ça. Moins de la moitié des entreprises se disent préparées à une cyberattaque de grande ampleur. Ça aussi, ça nous permet de prendre conscience de l'ampleur sur notre continent.
il faudrait s'en souvenir et savoir que si on a des compétences, on peut accompagner, on devrait accompagner les entreprises sur ces différents sujets. Ça, c'était le mot d'introduction. Je suis passé assez vite, exprès, parce que le baromètre de la cybersécurité est disponible. Il y a quelqu'un qui a posé la question dans le groupe APAC, est disponible sur le site internet, leCESIA.com. Vous pouvez le télécharger, il est en libre service. On vous demande simplement de citer le CESIA lorsque vous faites référence, lorsque vous utilisez nos chiffres. C'est la seule chose qu'on peut vous demander simplement. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de mon métier. Je vais essayer d'être aussi concis, aussi précis que la partie précédente. Ce qu'il faut noter, c'est j'attire votre attention là-dessus, c'est que je vais parler de mon expérience, de ma particularité. Le métier du RSSI est tellement vaste, aussi vaste ou sinon peut-être moins vaste que ce que Mohamed a fait tout à l'heure. C'est tellement riche qu'on ne peut pas prétendre en parler en quelques minutes ou même en quelques heures. Il y a tellement de choses à dire. Mais moi, je ne parlerai que de mon expérience. Je suis RSSI chez BPCE Solutions Crédit depuis 3 ans désormais et j'ai vu mon métier évoluer. Enfin, mes responsabilités et mes demandes évoluent au fil des jours, des mois, des années. Et donc, je ne parlerai que de ce que j'ai vu. Après, je pourrais intervenir, enfin, je pourrais aussi apporter quelques éléments en fonction de ce que j'ai eu comme échange avec les membres d'Istesia ou même d'autres personnes que j'ai rencontrées quand j'ai eu à faire des déplacements à Dakar, par exemple, en 2020 et récemment à Kinshasa. J'ai rencontré aussi d'autres RSSI là-bas. Donc, j'échange avec des personnes et j'essaie de comprendre leur métier, leurs enjeux, leurs problématiques. Et c'est avec tout ça que je vais essayer de vous parler du métier du RSSI, qui est un métier, j'ai l'habitude de le dire, avec beaucoup d'humilité, mais c'est plutôt pour taquiner, le meilleur métier au monde, parce que c'est très, 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 très passionnant. Lorsqu'on a réussi à faire quelque chose et qu'on voit que la chose marche, que ça se passe bien, on est tellement heureux. Moi, personnellement, je prends tellement de plaisir à le faire. La particularité, je le disais tout à l'heure, je suis RSSI des BPCE Solutions Crédit. Mais en introduction, si vous avez fait attention, j'avais dit que je ne suis pas que RSSI, je suis également RPCA, pour ceux qui ne savent pas, responsable de la continuité plan de continuité d'activité. Désormais, on dit RPUPA, plan d'urgence et poursuite d'activité. Ils ont décidé de réunir les deux parce qu'avant on disait PCA, PRA. Aujourd'hui, on ne dit pas PCA, PRA, on essaie de mettre les deux ensemble. PUPA simplement, et PUPA, c'est plan d'urgence et poursuite d'activité parce que dans tous les cas, à un moment donné, il y aura la crise, donc on va aller en continuité d'activité et ensuite on va reprendre l'activité, on reviendra à l'état normal et ainsi de suite. Donc je suis RPUPA précisément, en plus d'être RSSI. Je suis également DPO, délégué à la protection de données. Vous verrez pourquoi c'est important pour moi de vous préciser toutes ces fonctions juste après. Délégué à la protection des données, et je suis également RSPB, autant pour moi, RSPB, responsable de la sécurité des personnes et des biens. Donc, j'ai mis en place tout le dispositif de sécurité physique dans l'entreprise, que ce soit du contrôle d'accès, de la sécurité, de la vidéoprotection, la télésurveillance ou même des personnes patientes dans la salle d'attente. J'ai un message qui me dit qu'il y a des personnes dans la salle d'attente. Je l'ai autorisé, c'est bon. D'accord. Donc oui, je suis également RSPB, donc j'ai mis en place tout ce qui est contrôle d'accès, sécurité en termes de vidéosurveillance, télésurveillance et la sécurité incendie. Pourquoi j'ai dit tout ça? Ah oui, la dernière particularité, c'est que BPCE Solutions Crédit, c'est une filière du groupe BPCE. Le groupe BPCE, c'est 100 000 collaborateurs en France, au service de 36 millions de clients dans le monde. C'est l'ensemble des caisses d'épargne, c'est pour ça qu'il y a le CE à la fin, caisse d'épargne, et BP pour Banque Populaire, donc c'est toutes les banques populaires et toutes les caisses d'épargne de France. Et on a aussi le crédit foncier, le crédit foncier, on a la Banque Palatine, on a d'autres établissements. Personnellement, je suis BPCE de Solutions Crédit, je l'ai déjà dit, c'est 450 collaborateurs environ et on fait la vie du crédit. Si vous contractez un crédit chez une caisse d'épargne, une banque populaire ou même si vous avez un crédit au crédit foncier, la vie de votre crédit, de son déblocage des fonds jusqu'à son remboursement total est gérée totalement par BPCE Solutions Crédit en marque blanche, mais vous ne pourrez pas le savoir. Et j'ai la particularité, la complexité d'avoir 4 sites. J'ai un site, comme vous le voyez sur l'image, à Maison-Alfort en Île-de-France. J'ai un site à Reims, un site à Laval et un site à Montpellier. Tout ce cadre m'emmène à penser sécurité à chaque fois, à la fois sur les 4
les 4 domaines, hein, que ce soit la SSI, la protection des données, la sécurité des personnes et des biens et la continuité d'activité. Donc, je pense les 4 sujets à la fois. Mais aussi à penser à sensibiliser, à intervenir dans les 4 sites dont je suis souvent amené à me déplacer. Ce qui fait que je le dis pourquoi j'ai indiqué les 4 responsabilités. Pourquoi? Parce que ça m'a emmené justement à partager mon temps de travail et à voir les besoins évoluer tout au long des 3 années pour lesquelles je suis RSSI depuis, ou pour lesquelles je suis chez BPCE Solutions d'ailleurs. La première année, quand je suis arrivé, le besoin très, 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 très fort était la SSI. Et c'est là que tout ce que je vais vous présenter juste après a été mis en place. Et ensuite, je suis rentré dans une phase, on va dire, de run à peu près. Et ensuite, les autres sujets sont arrivés, donc la protection de données, par exemple, à partir de la 2e année, et la continuité d'activité aussi la 2e année, la sécurité personnelle et des biens, avec un gros projet de déménagement où il fallait déplacer les 200 collaborateurs d'un site. Avant, on était à Créteil, on a tous déménagé à Maison-Alfort. Donc, ce déménagement-là m'a emmené à prioriser la sécurité des personnes et des biens plutôt que la SSI. Et donc, la SSI avait représenté moins de pourcentage de temps de travail. En résumé, puisqu'on va parler de SSI aujourd'hui, la partie RSSI, pour moi, a représenté en moyenne, sur les 30 années, a représenté à peu près 40% de mon temps de travail. Les 60% de temps restant, c'est bien entendu, comme je l'ai dit, la sécurité des personnes et des biens, la continuité d'activité et la protection des données. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce que c'est qu'un RSSI? Le RSSI, pour moi, comme je le dis souvent, et beaucoup le disent d'ailleurs, hein, c'est le chef d'orchestre. C'est celui qui doit avoir la capacité d'avoir les yeux derrière la tête. Il parle de la sécurité dans tous les domaines. Parler de sécurité ne veut pas dire qu'il est obligé d'être pointu et technique sur tous les domaines. Il doit savoir répondre à toutes les problématiques, il doit savoir proposer des solutions, il doit être force de proposition et donc avoir la capacité de savoir dire qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un problème qui survient, lorsqu'on veut régler un sujet. Ce qui implique donc qu'il ne peut pas être pointu, il ne peut pas être très technique sur un sujet précis, donc il survole la plupart du temps des sujets. Et c'est à peu près le cas pour moi, puisque j'ai fait le choix en sortant d'école de ne pas aller sur la partie très technique, tout ce qui est configuration des firewalls, configuration des équipements réseau ou de la cryptologie, ainsi de suite. Et je l'ai vu à l'école, j'étais assistant laboratoire quand j'étais en école, mais j'avais fait le choix de ne pas faire la technique quand je suis sorti de l'école. Je voulais plutôt aller vers la gouvernance, plutôt vers le fonctionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis RSSI et ça me va très bien parce que je n'ai pas eu beaucoup de sujets des sujets techniques. Le RSSI est également garant de la politique de sécurité. La politique de sécurité, on en parlera juste après, c'est tout ce qui réglemente l'entreprise en termes de mesures de sécurité. C'est toutes les règles de sécurité de l'entreprise. Il définit également une cartographie des risques. Mohamed en a parlé en long, en large tout à l'heure. La cartographie des risques, c'est que vous avez analysé toutes les problématiques qui peuvent arriver à l'entreprise en termes de SSI. Mais moi, en plus d'être RSPB, je me posais toutes les questions à la fois sur la SSI, mais également en me disant, bon, si la salle serveur prend feu, oui, la SSI est impactée, mais il y a aussi ce problème de la salle serveur a pris feu, c'est plus une question de sécurité des personnes et des biens, mais qui a un impact sur la SSI. Donc, on voit bien que le RSSI peut également avoir des notions sur les autres sujets et c'est nécessaire pour lui. Et bien entendu, on peut faire le parallèle, hein, la salle serveur qui prend feu, c'est les données personnelles des collaborateurs et là, tout de suite, il y a le RGPD qui rentre en vigueur puisque dans nos serveurs qui sont dans la salle serveur, on a des données personnelles et si jamais il y a vraiment eu un autre problème qui peut être d'une autre manière, à partir du moment où on a une vraie problématique de nos serveurs qui hébergent des données, on est obligé d'informer la CNIL et ensuite de faire l'analyse des risques pour voir s'il y a un impact sur les données personnelles et tout ça, il faudrait rendre compte à la CNIL pour savoir s'il y a un impact sur la vie privée des personnes et ainsi de suite. Donc, le RSSI, c'est pas que quelqu'un qui fait de la SSI et qui sait faire que de la SSI, c'est pour moi quelqu'un qui sait parler même au DPO. Moi, j'avais la particularité d'être à la fois toutes ces personnes-là, mais si vous êtes dans une structure, dans une entreprise où ces fonctions représentent une personne différente, vous devez avoir la capacité de pouvoir parler avec ces personnes. Le RSSI, justement, met en place les contrôles, puisque c'est lui qui est garant de la politique de sécurité. On le verra tout après également. Il met en place des contrôles, que ce soit les contrôles de niveau 1 et niveau 2, et il s'assure que ces contrôles sont réalisés.
Et comme je le disais, c'est pas quelqu'un qui reste seul dans son coin. C'est pas quelqu'un qui travaille tout seul quand il vient le soir au bureau, enfin la journée au bureau. Il a besoin de faire la veille. Il a besoin de savoir quelles sont les nouvelles techniques des attaquants, par exemple, ou il a besoin de savoir quelles sont les nouvelles solutions qui existent. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'associations et des associations telles qu'APAC, par exemple, qui permettent de faire de la veille, de pouvoir échanger entre nous et de savoir comment le monde évolue, comment la sécurité évolue de manière générale. Et c'est d'ailleurs de là qu'est venue l'idée du CESIA, où on se retrouve entre RSSI et on peut parler de nos problématiques entre nous. Donc le RSSI, c'est aussi quelqu'un qui fait énormément de veille et qui prend le temps d'échanger avec d'autres personnes à l'extérieur. La sécurité à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça implique pour moi? Comme je le dis, je le disais tout à l'heure, le RSSI, il a les yeux derrière la tête. C'est à la fois la personne qui définit les mesures de sécurité technique qu'il faut avoir dans l'entreprise, celles qu'on connaît tous, les mots de passe, les firewalls, les routeurs, les switches, les backups, les sauvegardes et ainsi de suite, toute la partie technique. Il doit avoir la capacité de parler de ça et de mettre en place les mesures qui sont nécessaires pour protéger la survie de la résilience de l'entreprise. Et quand on a mis les équipements techniques, il faut derrière, en face de ça, mettre les politiques de sécurité, les politiques, les procédures et ainsi de suite. Mais on se rend compte de plus en plus, et ça, c'est depuis pas très longtemps parce que les attaquants, au départ, lorsque l'informatique est arrivée, les attaquants s'en prenaient plus au réseau directement puisque les équipements à l'époque ne communiquaient pas entre eux. Donc, les attaquants trouvaient plus facilement les failles dans les équipements réseau et donc on s'attaquait plus facilement au réseau. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fructueux, c'est l'humain. C'est l'humain qui s'assoit devant l'ordinateur. Et c'est lui, lorsqu'on a mis en place toutes les mesures, telles que l'image qui est devant vous, on a mis en place les mesures techniques, on a mis en place les procédures des politiques, on a dit chaque collaborateur doit avoir un mot de passe, que le mot de passe doit avoir 16 caractères et ainsi de suite. C'est l'humain qui écrit le mot de passe sur son post-it et il le colle sur son clavier. C'est pas si compliqué que ça. C'est l'humain qui va se prendre en photo devant son écran avec devant l'écran en disant oh là là j'ai trop de travail et devant lui c'est les mails de sa direction qui sont exposés. Donc c'est l'humain qui peut faire beaucoup d'erreurs s'il n'est pas sensibilisé, s'il n'est pas averti. Et on retrouve donc le troisième palier assez nécessaire, c'est la sensibilisation. Et on parlait tout à l'heure, et le baromètre de la cybersécurité en Afrique le dit assez bien. La sensibilisation, c'est le gros chantier. Et donc, moi, je suis arrivé en entreprise, j'ai commencé par la sensibilisation, parce que je me suis rendu compte que dans mon contexte, on fait la vie du crédit. On travaille donc, comme je le disais, en marque blanche pour les caisses d'épargne et les banques populaires. Mon système d'information, j'ai un système d'information, j'ai envie de dire privatif, c'est-à-dire propre à l'entreprise. Mais la particularité, c'est que mes collaborateurs se connectent au système d'information directement de la caisse pour laquelle on travaille. Et c'est dedans qu'ils font les traitements. Donc, on travaille pour la caisse d'épargne comme si on était un salarié de la caisse d'épargne, mais on n'est pas un salarié de la caisse d'épargne, on est BPCE Solutions Crédit. À partir de ce moment, je me suis dit, en fait, ça veut dire que la sécurité du système d'information, son architecture, c'est pas moi qui suis garant, en quelque sorte. C'est la caisse qui m'a juste donné les habilitations. Moi, je dois m'assurer, dans ce cas, que l'habilitation que mon collègue a est bien nécessaire pour exécuter ses actions à lui. Et conséquent, j'ai mis plus d'attention sur la sensibilisation en disant à mon collègue, attention, tu as des habilitations qui sont nécessaires à toi, qui sont nécessaires pour ton activité, qui sont propres à toi, que quelqu'un d'autre n'a pas. Donc, tu es garant de ces habilitations-là si on veut garantir la continuité d'activité. Et je me suis donc concentré sur les collègues pour faire la sensibilisation dans un premier temps. Donc, ce qui peut être plus simple, c'est de vous présenter toute ma démarche. Alors, j'ai commencé certes par la sensibilisation, ça m'a pris la moitié de ma première année, sinon quasiment toute la première année, mais en parallèle, j'ai fait cette démarche en 5 étapes que je vous présente là. La première chose, c'était de faire l'analyse de risque. J'ai fait une analyse de risque. J'ai bien eu envie de partir de la méthode EBIOS telle que l'a présentée Mohamed, mais ça me représentait beaucoup de temps de travail et le temps que je n'avais pas, puisque en arrivant en tant que RSSI chez BPCE Solutions Crédit, ils avaient une recommandation de l'inspection générale qui leur demandait de désigner un RSSI. On avait quelques mois ou semaines après l'inspection générale qui devait revenir, donc il fallait que les choses soient faites depuis que j'arrivais. Donc j'avais une forme d'urgence sur le coup. Donc j'ai fait la sensibilisation à tous les collègues et ma sensibilisation elle était assez simple. C'était
je définis les sujets que je considère comme critiques. À l'époque, par exemple, mes ports USB, aujourd'hui c'est plus le cas, je vous le dis, mes ports USB étaient accessibles. Je pouvais brancher une clé sur mon port USB et faire partie des données tranquillement. Et donc, non seulement j'avais un risque de fuite de données, mais en plus, j'avais un risque d'une clé USB qui s'était branchée au cyber d'en face la veille et qui revenait se brancher à mon système. Ça m'inquiétait énormément. Donc, très rapidement, j'ai fait fermer ces ports-là. Donc, c'était un projet que j'ai pris à cœur. Et du coup, il y avait des sujets très simples comme ne branchez pas les clés USB, n'écrivez pas vos mots, les mots de passe sont individuels et ne les donnez pas à vos collaborateurs, ne les laissez pas écrire n'importe où. Il y avait des sujets tels que le phishing, bien entendu. Vous recevez un mail, faites attention. Je suis aussi revenu sur l'ingénierie sociale. Et ça, c'est parce que quand je suis arrivé très rapidement, on m'a raconté des anecdotes, parmi lesquelles une anecdote d'une ingénierie sociale de quelqu'un qui s'était déplacé, qui a appelé quelqu'un d'autre en se faisant passer pour X. Et un virement a été déclenché. Mais heureusement qu'il y a eu des personnes qui ont réagi très rapidement et ont bloqué le virement. Mais il y a quand même des collègues qui se sont fait avoir là-dessus. Conséquence, il y avait tout ça qui, pour moi, était un indicateur en me disant, ah non, il faut dans ce cas faire une forte campagne de sensibilisation. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il n'y avait pas de RSSI, il n'y avait pas de SSI dans l'entreprise avant mon arrivée. Ce qui m'a d'ailleurs donné une main blanche, carte blanche pour pouvoir construire la sécurité dans l'entreprise comme je l'entendais. Et donc, je me suis concentré sur la sensibilisation. Et en parallèle de ça, dans mon analyse de risque, on va détailler les différents points tout à l'heure. Donc, j'ai fait une première analyse de risque. Ensuite, j'ai mis en place mon plan de sensibilisation. Je l'ai dit là en long, en large. Pour moi, la sensibilisation était cruciale. Il fallait commencer par là. Après, j'ai mis en place la politique de sécurité de l'entreprise. On va en parler aussi juste après. Ensuite, j'ai mis en place mon dispositif de gestion de crise parce que je me suis dit, au-delà de tout ce qu'on peut mettre comme mesure de sécurité, sensibilisation et tout le reste, si quelque chose arrive, qui fait quoi? Et j'avais encore une particularité à ce moment-là, c'est que lorsque je suis arrivé, au bout d'1 an, la directrice qui était là est partie en retraite et j'ai eu une nouvelle directrice qui est arrivée. Ce qui fait que ma deuxième année, j'avais déjà une nouvelle directrice. Et ça implique que la gestion de crise, si jamais une crise se déclenchait, on n'avait pas tout de suite des repères parce que la nouvelle directrice, lorsqu'elle arrivait, elle arrivait avec quasiment toute son équipe, une secrétaire générale, un DSI qui venait de l'extérieur. Donc, il faut réussir à très rapidement structurer tout ça et c'était le deuxième objectif que je m'étais fixé très rapidement. Après, quand on a mis tout ça en place, il faut mettre les contrôles. Bon, on ne se contente pas de mettre en place des dispositifs et de se dire que tout marche bien et puis on s'arrête là, on fait confiance. Non, il faut vérifier que tout ce qu'on a mis en place fonctionne correctement et donc on parle de contrôle niveau 1, contrôle niveau 2. PAC, plan annuel des contrôles, donc je définis tous mes contrôles dans l'année, à quelle période ils se font, qu'est-ce qui est fait à quelle période. Et les contrôles niveau 1, c'est des contrôles qui sont faits par les opérationnels directement, par les métiers. Et les contrôles niveau 2, c'est ce que fait le RSSI pour s'assurer, donc c'est le contrôle du contrôle, c'est le contrôle du niveau 1, pour s'assurer que les contrôles de niveau 1 sont correctement faits. Donc très rapidement, comment ça se passe? Mon analyse de risque, voilà. Tout au long de mon parcours, parce qu'avant d'être RSSI, j'étais également consultant, surtout mon expérience en tant que consultant sécurité, où je faisais de l'audit de systèmes d'information pour le groupe Ramsay Général de Santé. J'ai audité environ une dizaine d'hôpitaux en Île-de-France, oui, en Île-de-France, et peut-être même en province, parce que je crois que j'étais à Marseille, oui, c'est ça. J'étais aussi à Marseille. Et donc, tout au long de mon parcours, j'ai conçu personnellement un outil Excel qui me permet de faire mon analyse des risques, de faire un audit et surtout de me baser sur des normes qui existent, la 27001, en me disant, bon, aujourd'hui, la 27001 englobe tel nombre de sujets. Ces sujets-là sont ceux-là et j'ai une liste de questions comme ça que je pose quand j'arrive dans un cadre en disant est-ce que vous avez une politique de sécurité? Votre politique de sécurité, est-ce qu'elle a été révisée? Est-ce si elle est révisée, elle est révisée à quelle fréquence et ainsi de suite. Et ça, les différents chantiers que vous voyez là, c'est pas moi qui les ai définis, c'est la 27000 qui l'a défini. Et Mohamed parlerait mieux de la 27001 que moi. Ensuite, il y a l'organisation de la sécurité. Comment est structurée la sécurité? Qui fait la sécurité dans l'entreprise? Dans mon cadre, c'était que Didier. Et là, je disais, bon, Didier, il peut pas, à minima, il peut pas se retrouver à la fois à Maison-Alfort et à Laval. Donc, comment on fait?
très rapidement, bon, c'était pas très facile non plus, mais je me suis battu et j'ai fini par avoir ce que j'appelle des correspondants sécurité, c'est-à-dire que ce sont des métiers. J'avais un correspondant sécurité par site, une personne dans chaque site, à Maison-Alfort, à Reims, à Laval et à Montpellier, qui était dans les équipes métiers, qui faisait le métier de la banque, mais qui devait avoir des appétences pour la sécurité. Conséquence, enfin, l'avantage du coup, c'est que ces correspondants sécurité, j'avais une réunion mensuelle avec eux. Enfin, j'ai une réunion mensuelle avec eux. Pourquoi je parle pas au passé? Je vous dirai pourquoi je parle au passé juste après. J'ai une réunion mensuelle avec eux. Et dans cette réunion mensuelle, on passe en revue à la fois les plans de contrôle, à la fois la PSSI, les urgences du moment sur la sécurité, et pas que la sécurité des systèmes d'information, puisque j'avais 4 responsabilités, vous vous souvenez, et donc j'ai transmis les 4 responsabilités, j'ai transféré les 4 responsabilités sur eux pour me sentir un peu plus dégagé. Et donc on regardait les urgences, par exemple, comment organiser les exercices d'évacuation, des sites, des choses de ce genre. Tout ça, c'était piloté par moi. Donc là, il faut se poser des questions sur l'organisation de la sécurité. Oui, je disais, après les réunions mensuelles avec les correspondants sécurité, j'ai ce que j'appelle le comité sécurité. Dans ce comité sécurité, il y a tous les directeurs métiers, sauf la direction générale. Et dans le comité sécurité, je rends compte, et celui-là, il s'est fait trimestriellement, je rends compte de l'état de la sécurité dans son ensemble, que ce soit la sécurité des systèmes d'information, mais les autres sujets que je portais, dans son ensemble à la direction et bien entendu en découpant, en indiquant voici les sujets SSI, sécurité des systèmes d'information, voici les sujets RGPD, voici les sujets SPB, sécurité des personnels et biens, ainsi de suite. Donc je montrais bien les différents chantiers et c'est nécessaire. Après le comité sécurité qui lui était trimestriel, 2 semaines après, j'avais un comité de contrôle interne qui lui est beaucoup plus large. Il englobe tous les contrôles de l'entreprise, les contrôles bancaires par exemple, les fraudes bancaires, blanchiment d'argent, ainsi de suite, tous les contrôles liés à l'activité bancaire. Et dans ce comité-là, il y avait la directrice générale et c'est dans ce comité que j'intervenais également pour restituer ce qui a été dit dans le comité de sécurité. J'interviens également. Donc voilà, c'est toute cette organisation de la sécurité qu'il faut rapidement mettre en place parce que la sécurité ne peut pas se faire par une seule personne. Il faut des acteurs, il faut les connaître, il faut que chaque personne connaisse son périmètre. Ensuite, la sécurité des ressources humaines, la sécurité, les collègues, et ainsi de suite. Donc là, je vous ai montré, je ne vais pas les détailler, mais les différents chantiers qu'il y avait. Chaque chantier, c'est une liste de questions à se poser et à chaque question, on a un niveau de réponse à apporter. C'est oui, ça existe, non, ça n'existe pas, oui, c'est existant, mais c'est perfectible, oui, c'est plutôt efficient. Voilà, il y a 4 niveaux de réponse et en fonction des niveaux de réponse, on a le graphique que vous voyez là qui, lui, très rapidement, vous dit attention, j'ai du rouge sur la gestion des incidents de sécurité. Je ne suis qu'à 15%. Donc, c'est un bon tableau. Pour moi, c'était un très bon reporting, c'était un très bon challenge pour pouvoir aller dire à ma direction, voici la problématique que j'ai, voici ce que je sais de l'entreprise, voici ce que je propose de mettre en place. Et à partir de là, si on arrive à mettre tout ceci en place, on arriverait à tel niveau, sachant que si vous voyez le diagramme qui est à gauche, il y a un cercle en rouge qui est marqué. Et le cercle rouge, en fait, il me montre le niveau que je souhaite atteindre très rapidement. Et ensuite, après, si on a du temps, on peut atteindre le niveau 5 et ainsi de suite. On peut dépasser le niveau 3. Donc voilà comment j'ai fait mon analyse de risque. Moi, c'était beaucoup plus pertinent pour moi pour activer beaucoup de leviers parce que c'est beaucoup visible. Les directeurs n'aiment pas voir du rouge. Quand on leur présente du rouge, ils sont tentés de réagir tout de suite et surtout derrière, quand on leur propose un plan d'action concret. Le plan annuel de sensibilisation, j'ai essayé de le rendre anonyme le plus possible, mais moi, mon plan annuel de sensibilisation, il est conçu comme ça et je m'appuie énormément sur mes correspondants sécurité de chaque site pour pouvoir construire ce plan annuel de sensibilisation. Il est conçu dès le mois de décembre. Le mois de décembre, pour moi, c'est le mois où je structure tout pour pouvoir entamer le mois de janvier correctement. Dès janvier, c'est les vœux. Tout le monde envoie des vœux. Et là aussi, si on ne fait pas attention, les pirates également, ils se font plaisir.
C'est à ce moment qu'ils envoient des mails de phishing avec des vœux en vous demandant de cliquer ici pour recevoir une carte postale ou alors de cliquer ici parce que vous avez gagné tel outil, ainsi de suite. Donc, c'est à ce moment qu'il faut faire énormément attention. Et donc, moi, je profite aussi de cette période-là pour envoyer un mail à tous les collaborateurs pour leur souhaiter déjà les vœux de nouvel an en tant que RSSI et surtout leur et profiter de cette phase-là pour mettre 2-3 petits rappels et c'est un mail que j'envoie à tout le monde. Donc, chaque mois, je le dis souvent, quand on veut développer une culture, quand on veut mettre la vraie sécurité dans une entreprise, il faut développer une culture cyber. Il faut emmener les collaborateurs à entendre parler de la sécurité à tout moment. La sécurité, c'est pas simplement un mail qu'on envoie à tous les collaborateurs et puis on s'assoit, on croit qu'ils ont compris. Non, à partir de 3 ou 4 heures plus tard, ils ont déjà oublié ce mail-là. Si on affiche quelque chose, au bout d'un certain moment, on ne voit plus cette chose-là, on ne sait plus que c'est affiché là puisqu'on a l'habitude de la voir. Par contre, il faudrait mettre en place un dispositif qui permet aux collaborateurs de recevoir quelque chose assez régulièrement et de continuer à rester en veille. Par exemple, comme je vous propose, en janvier, c'est pour moi le mail de vœux de nouvel an. Donc, pour moi, mes collègues, ils sont habitués à ça. Ils savent que tous les janviers, ils doivent recevoir un mail du RSSI et c'est tout bien comme ça. En mars, en février, en mars, peu importe, quelque part dans le mois, je décide de faire une campagne de phishing pour tester le niveau de sensibilisation de mes collègues. Le phishing, il faut le faire assez régulièrement. J'ai eu l'occasion de le remarquer. Je vous parlerai de mes indicateurs juste après. Un jour, ça c'est une anecdote, j'ai discuté avec une amie qui travaille dans un centre hospitalier, mais je sais en tant que consultant sécurité ou tous autour de la table aujourd'hui, vous êtes tous sensibilisés à la sécurité, donc vous ne pouvez pas avoir sa réaction à elle. Et je lui disais, on parlait des phishing et elle me dit, ouais, les mails de phishing, moi je m'en fous de ça. J'étais allé un jour à une formation, on nous emmenait nous former, et puis après, 3 heures après, quand je suis revenu au bureau, à peine elle sortait de sa formation sur de cybersécurité, hein, elle est revenue sur le bureau et elle a reçu un mail. Et le mail avait l'air drôle. Elle s'est dit, bon, ben écoute, je clique. Quand elle a cliqué dessus, ben, c'était écrit, merci, vous êtes fait avoir, c'est une campagne de phishing, ainsi de suite. Bon, moi, après, elle m'a dit, ben, moi, je m'en fous. De toute façon, dans l'entreprise, elle m'a dit, il y a des antivirus dans les ordinateurs, m'a-t-elle dit. Donc, cette anecdote m'a permis de comprendre que les collaborateurs, peu importe ce qu'on va faire, enfin, si on ne fait pas assez, pour eux, ils sont persuadés qu'à partir du moment où je suis dans une entreprise, forcément, j'ai un bon niveau de sécurité. Donc, c'est à nous d'augmenter notre manière de faire la communication, de faire la sensibilisation pour que les personnes soient sensibles. Et je lui avais dit, d'ailleurs, pour répondre à Adam, j'ai dit, imagine une seule seconde. Au moment où tu as cliqué sur le mail, parce qu'elle, pour elle, elle ne voit pas les impacts, elle ne voit pas les conséquences. Elle dit, qu'est-ce qui peut arriver? Je lui ai dit, imagine une seule seconde que c'était un virus qui s'installait et qui partait bloquer les appareils qui font l'assistance respiratoire de 10 patients. 10 patients en meurent. Comment tu te sentirais? Et là, elle a fait, ah ouais. Et tout de suite, derrière, depuis ce jour-là, à chaque fois qu'elle reçoit un mail, bon, elle ne le fait pas tout le temps, mais quand elle reçoit un mail et qu'elle arrive à se rendre compte que c'est un mail de phishing, elle m'envoie une capture d'écran en me disant, regarde, aujourd'hui, j'ai pas cliqué, hein, j'en reçois tout le temps. Bon. C'est très drôle. Tout ça pour dire que quand on veut faire de la sensibilisation, il faut définir un plan de sensibilisation. Il ne faut pas se contenter de vouloir le faire à la hâte ou alors au moment où une idée nous traverse l'esprit ou alors lorsqu'il y a une actualité, c'est là qu'on fait la sensibilisation. Il faut définir un plan de sensibilisation tout au long de l'année pour que les collègues s'habituent à entendre parler de la sécurité et qu'ils sachent ce que c'est la sécurité. Par exemple, ce que j'ai mis en place tous les mois, chaque premier lundi du mois, tous les nouveaux rentrants du mois précédent sont reçus sur chaque site par les correspondants sécurité pour présenter la sécurité de l'entreprise et pour présenter une formation de sécurité, une sensibilisation que j'ai conçue qui englobe à la fois la sécurité des systèmes d'information, donc les rappels dont je parlais tout à l'heure, le phishing, les mots de passe, je ne me rappelle plus exactement du troisième sujet, il y a 3 sujets sur la SSI, sur cette sensibilisation, et aussi la sécurité des personnes et des biens, par exemple, comment se comporter lors d'un exercice d'évacuation ou lors d'une situation réelle d'évacuation, ne pas laisser entrer des collègues qui n'ont pas de badge, ainsi de suite, donc le sujet typique. Donc, tous les premiers lundis de chaque mois, il y a cette formation qui est dispensée à tous les nouveaux rentrants du mois précédent. Et tous les mois, mais vraiment tous les mois, j'ai une campagne de phishing qui est envoyée.
Et dans ma campagne de phishing, la particularité, c'est que d'un mois à un autre, je varie mes départements. Je peux dire, ce mois, ça va être, bien entendu, c'est planifié dès le début de l'année, hein, dès le mois de décembre. Le mois de janvier, ça va être tel département, le département crédit, ensuite le département recouvrement, ensuite le département des fonctions support, et ainsi de suite. Et mon objectif, c'est de tester certaines choses. Je teste par exemple le taux de clic, le nombre de personnes qui reçoivent d'abord le mail. Je m'assure parce qu'il y a des fois les campagnes de phishing plantent et donc c'est pas tout le monde qui reçoit le mail. Donc voici mes indicateurs. Je regarde le nombre de personnes les personnes qui ont reçu le mail. Je regarde les personnes qui ont ouvert le mail et je regarde les personnes qui ont cliqué sur le lien du mail. Et un quatrième indicateur que j'ai pas mis d'ailleurs là, c'est les personnes qui ont signalé le mail. J'ai un bouton phishing au milieu sur Outlook où on peut cliquer pour signaler le mail et là mes équipes SOC peuvent recevoir l'alerte. Et quand ils savent que c'est une campagne de phishing, bon, ils savent comment le traiter, mais quand c'est pas ça donne l'habitude aux collègues justement de cliquer sur phishing pour alerter le mail. Qu'est-ce que la sensibilisation m'a permis d'observer? C'est que non seulement les collègues se sont familiarisés à moi, aujourd'hui quand ils entendent parler de sécurité, ils pensent à moi systématiquement. La deuxième chose, c'est que j'ai vu entre le début de l'année 2020, quand j'ai commencé à faire les campagnes de phishing, et aujourd'hui, le taux de clic a très fortement baissé. Je suis passé de 23% du taux de clic, je me souviens parfaitement, c'était en février 2020, parce que je sais que c'était juste avant le début de la crise sanitaire, avant qu'on nous isole. Et aujourd'hui, je vous dis, ma dernière campagne de phishing, j'étais à 3% du taux de clic. J'ai passé de quasiment 20% à 3% et c'est très significatif. Et je vois bien mes collègues qui viennent, comme je le disais tout à l'heure, viennent me voir quand ils ont des sujets de sécurité, tout le reste. Donc la sensibilisation, c'était vraiment quelque chose d'important, mais c'est pas fini. Il faudrait rester toujours en veille et les attaquants redoublent d'ingéniosité. Ils ne s'arrêtent jamais d'inventer des choses et il faut être bien entendu au courant de tout ça. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, une PSSI. Ah oui. Tout de suite, il faut définir la politique de sécurité de l'entreprise. Il faut en avoir. C'est quasiment obligatoire. Quand je suis arrivé, il n'y en avait pas. J'ai déjà échangé avec certains RSSI que je connais, même ici en France et aussi en Afrique, qui n'en ont pas. Certains, et d'ailleurs, le baromètre, je crois, il y avait une question là-dessus, mais je n'ai pas le chiffre exact, mais il y en a qui, je me souviens exactement qu'il y en a qui n'ont pas de PSSI, ils le disent dans le baromètre, on le voit. Et, ou alors, il y en a qui en ont et c'est quelque chose qui tiendrait sur une page A4. Bon, qu'est-ce qui peut être écrit sur une page A4 en termes de politique de sécurité, je ne sais pas du tout. Moi, ma PSSI, elle fait exactement 291 règles de sécurité. Les règles de sécurité, je les ai découpées en familles de sécurité d'abord. Et après les familles de sécurité, j'ai défini ce que j'appelle les contrôles niveau 2. Les CPN2, c'est ce que moi, je devrais vérifier dans ma politique. Et ensuite, à partir des contrôles niveau 2, je mets en place ce que j'appelle les contrôles niveau 1. Vous vous souvenez, les contrôles niveau 2, c'est ce que je fais. Les contrôles niveau 1, c'est ce que les métiers doivent faire. Donc, les familles que j'ai définies, c'est celles que vous voyez là à côté devant vous. Hein, le contrôle d'accès logique. Et là, on parle des identifiants, des authentifications, des habilitations, la journalisation, les revues de compte et ainsi de suite. Et quand on parle d'habilitation, d'identification, par exemple, je me suis trompé des cases. Je peux dire que dans les contrôles, dans tout ce qui est authentification, tous les utilisateurs doivent avoir un identifiant unique. Ça, vous pourrez peut-être imaginer que c'est forcément fait dans une entreprise, mais l'expérience montre que non. Il y a bien des gens qui peuvent avoir 2-3 comptes. Et parfois, ils créent un compte parce qu'ils ont besoin de quelque chose tout de suite. C'est un métier qu'ils demandent tout de suite. Et derrière, quand ils ont fini d'utiliser ce compte, ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire, hop, ils reviennent sur leur compte habituel et ils oublient de fermer le compte précédent. Conséquence, ils ne s'en servent pas, donc ils l'oublient. Ça, c'est une vulnérabilité parce que le jour où ce compte tombe dans la main de quelqu'un à votre insu ou quoi que ce soit, c'est peut-être un compte à privilège, c'est une porte ouverte à notre système d'information. Conséquence, le contrôle niveau 1, moi, mes demandes que j'ai demandé par exemple de mettre en place, c'est que tous les trimestres, qu'on refasse en revue tous les comptes de l'entreprise et qu'on me dise tous les comptes qui ne sont pas là, croisés avec le fichier de la RH, tous les collaborateurs qui ne sont plus dans l'entreprise, leurs comptes doivent systématiquement être clôturés. Je peux vous dire que je suis passé, la première fois que j'ai fait cette campagne, je suis passé de 1300 et quelques comptes qui étaient dans l'entreprise, alors que vous vous souvenez, je vous ai dit au début qu'on a aux alentours de 450 collaborateurs, mais j'avais 1000 et quelques comptes dans l'entreprise. C'est impressionnant.
Donc ça, ça a été fait et c'est ce que j'appelle les contrôles niveau 1, c'est-à-dire que j'ai une personne des équipes métiers qui, tous les trimestres, prend la fiche du suivi des collaborateurs sortis par la RH, qui est censé être à jour, et le croise avec les comptes qu'il y a et s'assure que les personnes qui sont plus dans l'entreprise, les comptes sont supprimés. Les personnes qui sont en arrêt longue maladie au-delà de 3 mois, je définis ce que j'entends par longue maladie, 3 mois, les comptes sont bloqués, désactivés, de telle sorte que ce compte, s'il se retrouve dans la nature, quelqu'un ne peut pas l'utiliser, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est des contrôles que j'ai mis en place, et c'est comme ça que j'ai construit ma PSSI. Aujourd'hui, j'ai 291 règles, comme je vous le disais tout à l'heure. Le dispositif de gestion de crise, là aussi pareil, j'ai bien voulu vous faire une capture d'écran de mon dispositif, mais là les 2 slides qui vont suivre, vous allez voir, c'est plutôt du texte parce que bon, c'est quand même les données d'entreprise, je n'ai pas réussi à y voir comment le rendre anonyme, mais voilà grosso modo comment j'ai construit ma cellule de gestion de crise. Pour construire ma gestion de crise, je me suis dit, la première chose, c'est qu'il faut très rapidement qu'on fasse la différence entre un incident et une crise. Vous le verrez, ça va très souvent arriver. Il y a des gens qui coupent l'électricité pendant 1 heure, tout de suite, ils te disent, ouais, mais on peut déclencher la cellule de crise. Non, on ne déclenche pas la cellule de crise pour tout. On déclenche la cellule de crise lorsqu'on est en crise. Et après, il faut donc se définir qu'est-ce que c'est qu'une crise. Et pour moi, la crise, et pour ce qu'on retrouve d'ailleurs sur les réseaux, la crise, c'est quelque chose, un incident qui impacte l'entreprise significativement. Et quand je parle de significativement, je pense à l'IFOJR. I comme image, F comme financier, O comme organisationnel, J comme juridique et R comme réglementaire. Donc à chaque fois, et c'est l'analyse de risque dont parlait Mohamed tout à l'heure, à chaque fois je me demande si jamais j'ai une crise, est-ce que l'entreprise est impactée sur ces 5 points, image, financier, organisationnel, juridique, réglementaire. Est-ce qu'ils sont impactés? Oui, parce que bon, il n'y a plus d'électricité, les serveurs sont arrêtés, les ordinateurs ne peuvent pas s'allumer. Conséquence, je ne peux pas travailler. Et donc, au bout d'1 heure, j'ai telle activité qui est critique. Ce sont des activités qui réglementairement ne peuvent pas s'arrêter au-delà de 4 heures. Ça aussi, pareil, ça a été défini sur ma casquette de RPCA. Je connais mes activités et mes activités critiques. Et pour moi, les critiques, c'est toutes celles qui ne peuvent pas durer 4 heures, qui ne peuvent pas être interrompues pendant 4 heures. Et celles qui ne peuvent pas être interrompues, pour moi, c'est 4 heures et 1 jour. Celles-là, ce sont les activités critiques. Donc, dès que j'ai un incident, j'essaie d'analyser très rapidement la crise. Autant pour moi, j'analyse rapidement la crise et je me demande quel est l'impact. Est-ce que ça va durer 1 jour, 4 heures ou 2 jours? Si ça devrait durer apparemment 1 jour, je sais que j'ai 3 ou 4 activités qui ne peuvent pas être restées paralysées pendant 4 heures. Celles-là sont repositionnées en priorité. Les J+1 également. Et après, je planifie au fur et à mesure. Donc là encore, comme je vous le disais au début, le RSSI, c'est quelqu'un qui doit être capable de parler avec son RPCA pour qu'ensemble, vous mettiez d'accord sur les normes. Donc là, la première chose, c'est mettez-vous d'accord sur ce que vous entendez par crise. À quel moment je suis dans une crise. Ensuite, il faut définir la cellule de crise. C'est qui la cellule de crise? Comme je vous disais aussi au début, ma direction avait changé. Dans la précédente cellule de crise, quand je suis arrivé en entreprise, j'avais une feuille qui me disait que la présidente de la cellule de crise, c'était l'ancienne directrice. Est-ce que c'est toujours le cas avec la nouvelle directrice? Dans l'ancienne feuille, je n'avais pas de secrétaire général et désormais, j'ai une secrétaire générale. Avant, je n'avais pas de DSI. Désormais, j'ai une DSI. Comment il se positionne? Donc, tout ça, il faudrait définir notre cellule de crise. Qui est dans la cellule de crise? Qui est le rôle de quoi? Bon, on devine assez facilement que la direction générale, la directrice générale prend toutes les décisions, mais pour qu'elle prenne une décision, il faut l'aider, il faut lui donner des éléments. Donc, qui dit quoi au moment où on décide de déclencher la cellule de crise? Après, il faut se poser la question aussi de savoir, bon, il y a quelqu'un qui nous a alerté, quelle situation? La personne nous alerte comment? Comment arrivent ces informations? Qui sont les sources? Parce que sinon, on risque d'avoir toutes les informations possibles. Comment arrivent les sources qu'on va considérer comme des sources critiques? Comment les sources nous sont remontées? Et ensuite, comment elles sont qualifiées? Qui les qualifie? Et comment est-ce que la personne qualifie les sources? C'est toutes les questions qu'on se pose lorsque je construis ma cellule de crise. Après, je me pose des questions aussi des outils de communication. Des outils, j'aurais dû dire simplement des outils parce que lorsque je suis en crise, il faut tout de suite imaginer où est-ce qu'on se réunit physiquement si c'est nécessaire. Il y a des salles de cellule de crise et peut-être que certains peuvent se dire oui, mais on s'est réunis dans le bureau de la direction. Peut-être. Et si c'est le bâtiment qui est indisponible?
parce qu'il a pris feu, parce qu'il y a une inondation, parce qu'il y a une montée de Seine et ainsi de suite. Il faut pouvoir se réunir quelque part. Et donc, la cellule de crise peut être un autre dispositif. Ça aussi, pareil, j'y ai pensé en tant que RPCA, mais j'en ai clairement besoin également dans ma gestion des crises cyber, par exemple. Les outils, les équipements à disposition, les ordinateurs, des smartphones, des tablettes, le réseau qui va être utilisé, les applications qui vont être utilisées. Il y en a encore qui sont cellules de crise sur WhatsApp. Est-ce que c'est une bonne pratique quand on est une entreprise? C'est toutes les questions qu'il faut se poser. Pourquoi choisir telle application et pas l'autre? Et ainsi de suite. Tout ça, c'est par analyse de risque. Il faudrait le documenter, le prouver et faire valider tout ça, encore une fois, par le CODIR. Et quand on a réfléchi tout ça, il faut réfléchir également au plan de continuité métier. Parce que lorsqu'on est en crise, et la crise, encore une fois, c'est quelque chose qui a un impact sur l'entreprise, qui peut avoir un impact sur l'entreprise et qui peut durer dans le temps. Si ça dure dans le temps, je ne peux pas me permettre de ne pas faire continuer mes activités, sinon j'aurai un impact sur l'entreprise. Conséquence, il faut faire continuer les métiers. Et si c'est le bâtiment qui est indisponible, il faudrait les repositionner. Et si c'est le réseau qui est indisponible, donc mon système d'information qui est indisponible, qu'est-ce que je fais? Et si ce sont mes collègues qui sont malades suite à une crise sanitaire, qu'est-ce que je fais? C'est toutes ces questions qu'il faudrait se poser et mettre en place un dispositif de gestion des crises. Et bien entendu, le tester, le faire répéter aux personnes qui font partie de la cellule des crises, et ainsi de suite. Dernier point, et j'en ai fini, les contrôles. Parce que quand on a mis en place tout ça, il faudrait définir ces contrôles. Les contrôles, j'en ai parlé tout à l'heure sur ma PSSI. Il faudrait définir qu'est-ce que je fais en contrôle niveau 1, désigner un responsable, parce que si vous ne le dites pas, si vous ne désignez pas le responsable, le niveau 1, je vais vous rappeler, c'est quelqu'un des métiers, c'est quelqu'un qui est dans des équipes. Il a un métier déjà, il fait déjà autre chose à la base. Donc, si vous ne lui dites pas qu'il est responsable de quelque chose, il ne va pas les faire parce qu'il sera surmené par son activité personnelle. Et donc, il faudrait définir les contrôles niveau 1. Ensuite, définir les contrôles niveau 2. Ce sont les contrôles que vous faites. En fait, c'est le contrôle du contrôle. C'est le contrôle des contrôles niveau 1. Définir comment est-ce qu'ils sont faits, quels sont les éléments de preuve, et ainsi de suite. Pareil, il faut définir la liste des contrôles niveau 2. Il faut définir les différentes périodicités. Il faut mettre en place une grille des contrôles. Quand on a fait tous les contrôles, il y a toujours les plans d'action qui en découlent. Par exemple, j'ai fait le contrôle sur un échantillon de 30 collaborateurs et je me suis rendu compte qu'il y a 2 collaborateurs qui ne sont plus dans l'entreprise depuis 2018, mais leurs identifiants sont encore là. Plan d'action, il faudrait les supprimer. Et conséquence, je ne vais pas supprimer que ces 2-là. Ça veut dire que s'il y a 2, peut-être qu'il y a d'autres. Conséquence, je prends tous les 450 collaborateurs, je cherche lesquels sont dedans et je les supprime. Il y a un plan d'action avec. Et ces plans d'action, ces différents plans d'action qui découlent des contrôles doivent être documentés. Et ce sont ces différents documents qu'il faudrait présenter au comité, les différents comités qui existent, les comités de restitution. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'ai un comité de sécurité. C'est dans le comité de sécurité que je rencontre à l'ensemble des directions ce qui se passe sur leur site, sur les différents sujets de sécurité. Et j'ai le comité de contrôle interne dans lequel siège la direction générale pour donner de la visibilité également à la direction générale, à la directrice générale. Je lui présente également tout ce qui est mis en place sur les différents sites et le compte rendu, la restitution de la sécurité sur les différents sites. Voilà. Quand j'ai dit tout ça, normalement, j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est un gros plaisir de parler toujours de mon métier. J'en parle avec beaucoup de passion. Quand je dis ça aussi, pareil, ce n'est pas un travail fini parce que c'est évolutif. La sécurité, c'est pas quelque chose qui se fait dans le temps, qui se fait une fois et ça s'arrête. Il faut toujours les faire évoluer. Le plan que moi j'ai amené de structuration pour structurer ma sécurité, c'est celui-là. Je pense qu'il y a d'autres RSSI parmi nous qui auront certainement un autre plan différent. Et qu'est-ce que je peux dire à la fin? Oui, dernière chose. Vous avez dû vous rendre compte, quand je parlais toujours, j'ai beaucoup parlé au passé. C'est normal, je me suis rendu compte après. En fait, c'est parce que j'ai démissionné BPCE Solutions Crédit depuis 2 ans. Je pars dans une autre aventure. J'ai déjà signé dans une nouvelle entreprise. Et donc, au 8 juin, exactement, je serai parti de BPCE Solutions Crédit. Voilà. J'en ai fini. Mais bien entendu, je reste toujours disponible. Je pourrais en parler encore très, 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 très longtemps. Si vous scannez le QR code qui est présent devant vous, vous pourrez avoir les contacts très rapidement, ajouter les contacts qui s'affichent là. Sinon, vous pouvez ajouter directement mon numéro de téléphone. Je suis disponible à tout moment. Je suis membre d'APAC.
et même membre du comité scientifique aussi d'APAC, et je prendrai toujours plaisir à échanger avec vous. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Didier pour cette présentation très synthétique et très bien détaillée également, à la fois opérationnelle et pertinente, parce qu'on en a appris beaucoup de choses sur ton activité de manière très opérationnelle et je pense que ça peut aider à ceux qui veulent devenir futurs RSSI. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai un dans le chat. En tout cas,